Nos travaux. Je souhaite la bienvenue aux représentants de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Ensuite, nous allons procéder à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite à vous présenter ainsi que les personnes qui vous accompagnent. Ensuite, vous allez procéder à votre exposé. La parole est à vous pour 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Atim Léon, je suis conseiller politique à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ, et à ce titre-là, je suis le principal adjoint du président Daniel Boyer, qui m'a demandé de le remplacer puisqu'il est en déplacement à l'étranger. Je suis accompagné à ma droite par Maître Kathleen Bourgault, qui est conseillère syndicale au SEPB, qui est un affilié de la FTQ, le syndicat des employés professionnels et de bureaux, et aussi de Philippe Saint-Jean, qui est président du syndicat SEPB 574 à la presse. Ils vont se présenter plus en détail par la suite. Un seul mot d'introduction assez rapide, assez bref, si vous permettez. La FTQ, je n'ai pas besoin de vous la présenter en détail. On est présent dans tous les secteurs de l'économie québécoise, dans toutes les régions. C'est une grande centrale syndicale qui regroupe 37 syndicats, 5000 unités locales, dont une à la presse. Et c'est la raison de notre présence aujourd'hui. Lorsque la presse a annoncé publiquement sa démarche visant à transformer sa structure locale en OSBL il y a un peu plus de 3 semaines, il s'est trouvé que le Conseil général de la FTQ, qui est l'instance décisionnelle entre nos congrès, se réunissait quelques jours plus tard et à cette occasion, l'ensemble des affiliés de la presse, de la FTQ, ont publiquement exprimé leurs préoccupations pour la tendance désastreuse à la fermeture de salles de presse dans les régions et dans les médias régionaux du Québec. Je veux aussi signaler que la FTQ a eu l'occasion à maintes reprises par le passé de s'exprimer sur ces enjeux, d'insister sur son adhésion au principe fondamental de la liberté de la presse et son corollaire qui est la responsabilité d'informer le public de manière impartiale et avec des standards professionnels élevés. Mais cela étant dit, ce n'est pas le cœur de notre propos ni la question qui est posée aujourd'hui. Eu égard au projet de loi numéro 400, nous sommes ici pour vous dire que nous appuyons la demande émanant de la direction de la presse parce qu'elle a le mérite de s'accompagner, à nos yeux, des 2 seules garanties qui sont pertinentes de discuter à cette étape-ci. C'est-à-dire d'abord pour nous, encore une fois à nos yeux, le respect des ententes signées avec les travailleurs et travailleuses syndiqués à la presse et ensuite le désir de pérenniser ce grand quotidien qui nous semble animer la démarche de la direction de la presse et qui, à nos yeux, est la garantie la plus importante. Pourquoi? Bien parce que la presse joue un rôle important dans l'expression de la pluralité des opinions au Québec et le maintien d'un dialogue démocratique fort. Alors, j'arrête mes remarques introductives ici et je passe la parole à mes collègues du SEPB, en particulier d'abord à Kathleen Bourgault. Alors, bonjour, Madame la Présidente. Alors, je suis heureuse d'être ici également aujourd'hui. Je suis la conseillère syndicale attitrée au dossier de la presse pour les employés de la publicité et la production. Je suis devant vous car nos dirigeants du SEPB Québec sont en comité exécutif national en Ontario actuellement. Alors, le SEPB Québec représente près de 15 000 membres dans les catégories d'emploi professionnel, soutien technique et administratif. Le SEPB 574, la section locale à laquelle appartient l'unité La Presse, fait partie du SEPB Québec. Et donc, le SEPB 574 détient l'accréditation de la presse. Nous représentons environ 120 travailleuses et travailleurs œuvrant en vente et en production publicitaire pour les médias numériques de la presse, et ce, depuis plus de 50 ans. Nous appuyons le principe du projet de loi, soit un projet permettant à la presse d'adopter une structure au BNL. Principalement, nous sommes en faveur pour les motifs suivants. Bon, d'une part, la loi actuelle oblige la presse à obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale avant de conclure une vente de droits ou d'actions.
Et évidemment, cela est basé sur des événements d'ordre familiaux débutant dans les années 1900. Ces événements n'ont plus de lien réel avec le rôle joué aujourd'hui par la presse dans notre société québécoise. Évidemment, vous le savez, depuis ce matin, on l'entend, il n'y a aucun autre média qui n'est assujetti à cette exigence. Également, nous considérons que la presse devrait être traitée de la même façon que les autres médias. Évidemment, comme conseillère syndicale dans le dossier, dans le day-to-day pour représenter les employés de la presse, vous comprendrez que nous sommes en faveur particulièrement parce qu'il y aura respect des conditions de travail prévues dans la convention collective ainsi que de l'accréditation. La convention collective, elle est présentement en vigueur et elle expire le 31 décembre 2020. Alors, les parties admettent de part et d'autre qu'il s'agit d'une aliénation totale, ce qui fait en sorte que l'article 45 du Code du travail s'applique et donc, par le fait même, permet le transfert intégral de la convention collective ainsi que de l'accréditation chez la nouvelle entité. Bref, pour nous sommes satisfaits des engagements pris par l'employeur dans l'édition du 2 juin à l'effet que la presse s'engage à respecter ses conventions collectives et à instaurer des régimes de retraite miroirs pour ses employés. Évidemment, nous sommes conscients que ces enjeux, malgré l'engagement de l'employeur, sont présents et demeureront présents dans le futur. Mais à ce stade-ci, pour nous, l'article 45 s'applique et donc les règles usuelles vont s'appliquer. Également, pour nous, on est rassurés que Power Corporation s'est disposé à mettre en place, avec la collaboration des syndicats, un mécanisme afin de conserver sous sa charge les obligations passées des régimes de retraite sur une base de continuité des affaires. Évidemment, cela permet d'assurer la protection des droits des participants au régime de retraite, qu'ils soient actifs, inactifs et retraités. De plus, nous sommes conscients et nous acceptons l'engagement de l'employeur à l'effet de maintenir les emplois actuellement. Donc, cet engagement-là nous convient à ce stade-ci, tout en sachant qu'il devra y avoir des discussions entre les parties pour discuter des impacts et des enjeux de la création de cette nouvelle entité. Merci. Merci. Et je vais compléter. Bonjour, Madame la Présidente. Je me présente, je suis Philippe Saint-Jean. Je prends la parole cet après-midi en tant que président de l'unité La Presse SEPB 574. Alors, c'est un syndicat qui regroupe plus ou moins 120 travailleuses et travailleurs qui œuvrent principalement en vente publicitaire, en production et en diffusion publicitaire, en créativité média et en recherche marketing. Les membres que je représente sont celles et ceux qui ont la responsabilité quotidienne d'alimenter la principale source de revenus pour la presse, c'est-à-dire les revenus publicitaires. Ces fameux revenus publicitaires qui décroissent de façon exponentielle chaque année, chaque trimestre, chaque mois. Depuis les dernières années, bien que nos équipes ont redoublé d'efforts pour sensibiliser les annonceurs québécois et canadiens d'investir leur budget publicitaire au sein d'un média d'information numérique crédible, innovant, qui joue un rôle primordial pour la société québécoise, la réalité, c'est que les annonceurs consacrent tout près de 80% de leur budget numérique chez deux géants américains, soit Google et Facebook. Et pour être capable de concurrencer dans la mesure du possible, évidemment, ces deux géants, il faut inévitablement innover. En effet, il est nécessaire de renouveler régulièrement les produits offerts, d'optimiser les stratégies publicitaires pour les rendre encore plus performantes. Les membres que je représente ont, au cours des dernières années, su adapter leur méthode de travail, ont su créer des outils exclusifs de mesure, ont su programmer des logiciels uniques pour permettre la publication quotidienne d'une édition numérique et engageante de la presse, ont su maîtriser la conception d'une nouvelle forme de publicité qui mise maintenant sur l'interactivité. Bref, les membres que je représente ont mis tous les efforts nécessaires pour réussir la transformation numérique de la presse,
car on croyait que ce virage était essentiel à la survie de l'entreprise. Aujourd'hui, on croit que si l'on veut maintenir cette salle de rédaction qui a fait et qui fait encore la renommée de la presse, on croit que si l'on veut poursuivre le développement technologique des plateformes médiatiques performantes et engageantes, on croit que si l'on veut s'assurer de garder ce joyau québécois ici bien ancré dans sa communauté, on croit que ça va prendre bien plus que des revenus publicitaires. Pour l'ensemble de ces raisons et pour diversifier rapidement les sources de revenus de l'entreprise, on croit que la pérennité de la presse passe d'abord par l'adoption du projet de loi 400. Merci beaucoup. Alors, maintenant, la parole est à la ministre pour 15 minutes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame Bourgault, Monsieur Saint-Jean, Monsieur Léon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre présentation également. Je n'aurai qu'une seule question, en fait. Évidemment, vous avez fait la référence à la nécessité pour la presse d'obtenir l'autorisation des parlementaires pour pouvoir soit vendre, soit céder l'entreprise. Puis vous avez bien souligné que c'est un préalable, c'est une autorisation préalable effectivement qui est unique au Québec. Aucun autre média n'est assujetti à cette exigence. Puis je pense qu'il est bien de souligner qu'il est sage, qu'il en soit ainsi. Puis je le répète, je pense qu'il est important effectivement que les médias soient libres de toute ingérence politique. Et c'est tout ce qu'on devrait rechercher aujourd'hui, effectivement, à la fin de cette journée. Et la chose sur laquelle je souhaiterais vous entendre, vous avez dit en fait, c'est souligné dans le mémoire que vous nous avez déposé. Vous dites que l'avenir de la presse se joue aujourd'hui. C'est une information qui est une affirmation qui est très très forte et je partage l'opinion du leader de l'opposition sur le fait qu'effectivement, je pense pas qu'on cherche à mettre de la pression sur les parlementaires avec ce genre d'opinion, mais je pense qu'aussi il faut éclairer les membres de cette commission, comme vous êtes certainement encore là, comme je le mentionnais, que ce soit les employés, l'employeur, les travailleurs, les syndicats, les premiers à être capables d'évaluer cette situation. J'aimerais bien que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui vous porte à avoir une affirmation aussi forte. Oui, en fait, je peux peut-être répondre à cette question-là. En fait, moi, je suis en contact directement avec les revenus publicitaires. C'est mon équipe et moi aussi, mes collègues qui travaillent avec les revenus publicitaires. Le statu quo, on l'a répété sur plusieurs tribunes, c'est pas une option pour nous. Il faut revoir le modèle et on croit que le modèle qui a été présenté par la direction de la presse est un modèle qui fait du sens. Ça nous permet de diversifier aussi les revenus de la presse, de diversifier les sources de revenus. Ça enlève évidemment une grosse pression également sur les équipes de vente qui sentent une pression de plus en plus élevée en raison des deux grands joueurs américains, Google et Facebook. Alors, oui, je crois que l'avenir de la presse se joue en ce moment. Parfait. Je vous remercie, Madame la Présidente. À moins que j'ai des collègues, pour moi, ça fera le tour. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des collègues qui... Non? Alors maintenant, la parole est au député de Matane-Matapédia pour 9 minutes. Merci, Madame la Présidente. À mon tour de saluer Madame Bourgault, Monsieur Saint-Jean et Monsieur Léon. Je dois révéler que c'est un ancien collègue du mouvement étudiant avec qui on a mené bien des batailles. Alors, je vous salue tous et bienvenue à l'Assemblée. Non, mais il faut révéler ce genre de choses-là. Vous l'avez fait, vous, Madame la Présidente. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir. Vous avez entendu les questions. Je ne vais pas me répéter. J'aimerais peut-être aborder une question qui ne l'a pas été jusqu'à maintenant, qui est celle des retraités. Parce que vous avez des retraités qui ont été syndiqués chez vous et vous vous souciez de l'avenir des rentes. Alors, comme on n'en a pas parlé, ce que j'aimerais, c'est vous donner l'occasion de nous indiquer votre appréciation de la situation, si vous avez des craintes ou si vous êtes rassuré. Alors, offrons ce temps, je dirais, aux fiers retraités de la presse. Ils sont nombreux et ils sont notamment dans votre unité syndicale. Alors, je vous offre ce temps-là pour parler de cette situation-là et je salue ceux qui m'ont contacté en leur disant que oui, on va parler de votre situation.
Oui, alors peut-être que je peux répondre à vos questionnements au sujet de ça. Évidemment, nous avons une préoccupation au sujet des rentes des retraités, des gens qui reçoivent déjà leur rente. Mais je tiens à dire, il y a également la préoccupation des inactifs, ceux qui ont cumulé des droits et qui ont quitté, et ceux qui travaillent toujours, qui sont actifs, mais qui vont être transférés dans la nouvelle entité. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Ce que je peux vous dire à ce stade-ci, c'est que des rencontres sont prévues à cet égard-là. Chaque partie sont accompagnées d'actuaires, parce que vous comprendrez que c'est légèrement complexe, toutes ces questions, au sujet d'un nouveau régime de retraite versus l'ancien, et que à ce stade-ci, pour nous, que Power Corporation nous avise qu'il désire conserver sous sa charge ses obligations passées des régimes de retraite, bien, vous comprendrez que ça nous rassure et que, évidemment, si cette charge-là avait été transportée à la nouvelle entité, bien, ça aurait été possiblement périlleux, là, parce que c'est quand même une charge financière importante. Alors, évidemment, quand je vous dis ça, je vous dis pas qu'on n'est pas toujours préoccupé. Ce sont des préoccupations réelles, des discussions doivent avoir lieu avec les parties et surtout des informations très techniques qui doivent être soumises à nos actuaires pour que, d'ailleurs, nous, au SEPB, nous rencontrons notre actuaire demain à 2h pour évaluer certaines choses. Madame la Présidente, pour Madame Bourgault ou vos collègues, est-ce qu'à votre connaissance, les retraités vont être mis à contribution dans les échanges sur la nouvelle structure? Moi, j'ai parlé avec M. Janard, entre autres. Là. Je ne sais pas si c'était votre unité syndicale, c'est plus de l'autre côté, mais il me parlait de façon générale de tous les anciens, qu'ils soient à l'information ou dans d'autres postes, qu'ils ont envie de participer, puis d'être consultés, puis de peut-être vous donner des éclairages supplémentaires. Ben, peut-être que je peux, à ma connaissance, tous les retraités ont reçu des avis actuellement de la presse. Comment va se faire les consultations avec les retraités? Je ne suis pas dans le fine-tuning, excusez-moi l'anglicisme, mais je sais que les gens ont reçu des avis et qu'évidemment, s'il y a des retraités au SEPB Québec qui veulent communiquer avec nous, puis on évaluera les enjeux, évidemment, mais ils sont consultés également d'une façon différente. Oui. Ah bon, Madame la Présidente. Vous avez encore 5 minutes 20. J'ai terminé. Vous avez terminé? Oui. Merci. Alors, allez-y, Monsieur Ajouter Léon. également, on a des comités de retraite à la presse où siègent des retraités. Et évidemment, là, toutes les nouvelles règles vont être soumises à ce comité de retraite-là. Merci. Alors, la parole est à la députée de Iberville pour 6 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, comme vous représentez les gens qui font les ventes pour la presse, on va parler des revenus un peu. J'imagine que vous suivez ça de près. Comment ça évolue? Un petit peu? Moi, j'imagine que vous savez plus qu'un petit peu. Dites-moi, par rapport à l'ensemble des affaires publicitaires au Québec, est-ce qu'il y a beaucoup de réticence des grandes agences au Québec et au Canada qui planifient les campagnes publicitaires des grands annonceurs? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de réticence à confier une partie importante des budgets à la Presse Plus, par exemple? C'est automatique, ils vont se tourner plus vers YouTube ou sur Google? En fait, je peux peut-être répondre à ça. En fait, c'est pas un automatisme. Je vous dirais que, évidemment, l'arrivée de tous ces nouveaux joueurs numériques en sol québécois, c'est venu apporter de nouveaux joueurs, de nouveaux concurrents qui ont des avantages qu'on n'a pas. Par exemple, on a parlé tantôt de l'intelligence publicitaire. Bien qu'on fasse des grands pas de notre côté à la presse, que les agences apprécient énormément, ça reste que les grands joueurs de ce monde ont déjà beaucoup d'avance, ont beaucoup de moyens. Donc, tout dépendant, je vous dirais que des objectifs marketing que recherchent les clients des grands annonceurs, bien, on va avoir une part du gâteau, de la tarte publicitaire, et il y en a une autre part qui va être donnée aux autres joueurs américains. C'est le portrait un peu des concurrents qui a changé depuis les dernières années. Sa place. Exact. OK. Moi, j'ai un préjugé
Malheureusement, parce que dans mon ancienne vie, j'ai touché à l'industrie des communications. Quand l'Internet est arrivé avec les sites complémentaires puis les diffuseurs qui s'en allaient sur l'Internet, j'ai toujours eu l'impression qu'au début, ils ont donné la visibilité supplémentaire sur l'Internet, mais donnée à leurs annonceurs comme étant une plus-value si ils annonçaient sur leurs médias traditionnels. Et j'ai toujours pensé que les médias, en faisant ça, se tiraient un peu dans le pied et qu'un jour, ce serait difficile de valoriser la place du numérique à partir du moment où on habitue. C'est un peu comme le contenu musical que les gens ont consommé gratuitement pendant des années. C'est difficile de changer ensuite un comportement puis de dire, ben, par souci de faire vivre les artistes et les créateurs, il faut payer quelque chose quelque part. C'est difficile de détricoter ça après. Puis j'ai toujours eu ce préjugé-là, mais c'est parce que, bon, l'imprimé, je connais moins ça un peu, mais vous vendez ça, bon, dans les journaux, ça se vend au lectorat. Sur l'Internet, ça se vend au clic, aux visiteurs, aux visites. Méthodes. Il y a différentes méthodes qui peuvent être un coût par millier, un coût par clic, un coût par acquisition. Il y a différentes façons là, qu'on peut établir la tarification sur un site Internet dans le monde numérique. Si je suis l'annonceur, moi, je suis plus privilégié si je calcule votre coût par clic ou votre coût par mille. Il n'y a pas de standard, là. En fait, il n'y a pas de standard. Là, je vais vous charger une consultation, ça continue. Mais non, sans blague, en fait... C'est un programme de soutien à l'action bénévole. Plus sérieusement, en fait, ça dépend vraiment de votre stratégie. Tu sais, si vous voulez lancer un message, vous voulez faire voir un message au plus grand nombre, ben je vais vous dire, allez-y avec un coût par 1000. Si vous voulez que les gens vraiment posent une action concrète pour acheter un article que vous vendez, ben là, c'est un coût par acquisition qui peut être un petit peu plus avantageux pour vous. Donc, c'est vraiment de voir, ça dépend de vos stratégies de communication. J'imagine qu'il y a des sous-segmentations, femmes, hommes, jeunes, vieux. On est en train de créer des audiences de plus en plus précises à la presse. C'est un nouveau produit qu'on est en train de lancer. Et en effet, il va y avoir différentes audiences qu'on va pouvoir cibler. Et je vous remercie infiniment. J'ai appris quelque chose, Madame la Présidente. C'est bon. Merci. Alors, maintenant, la parole est à la députée de Vachon pour 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Étant donné que c'est une modification de structure dont on est en train de discuter, et c'est pour le financement de la presse dans le futur, est-ce que vous pensez, parce que j'imagine que vous étudiez ça depuis un certain temps, les différentes structures, que la structure telle que présentée par la presse serait la meilleure structure? Parce que là, on fait du cas par cas, malheureusement. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse avoir une discussion beaucoup plus large sur comment on peut répondre là, à l'avenir de l'information. Et je pense qu'il y a d'autres structures qui peuvent être intéressantes. Est-ce que vous pensez que c'est cette structure-là qui est la plus intéressante? Je vais vous le dire. En fait, il n'y a pas de réflexion sur quelle est la meilleure structure, c'est ça la question. Mais par rapport à votre intuition, effectivement, il est urgent que la société québécoise et a fortiori l'Assemblée nationale ait une réflexion, un débat sur comment on va faire à l'avenir pour que le marché publicitaire continue à alimenter les structures de production d'information et de culture en général, parce que la même question se pose pour la télévision, pour le cinéma, pour le livre, pour la musique. Et c'est exactement le débat que tous ces médias-là, ces moyens culturels sont en train d'avoir avec le gouvernement fédéral en ce moment. Mélanie Joly a annoncé hier la mise sur pied d'un panel d'experts qui va se pencher sur cette question-là, c'est-à-dire comment on fait pour rediriger dans le système de production culturelle les revenus générés par les nouvelles plateformes Internet. Ou en tout cas une partie de ces revenus-là. Et donc, quelle va être leur contribution? Et je pense que pour les médias d'information, la même question se pose et le Québec aurait tout intérêt
à se questionner rapidement là-dessus parce que ça va très, très vite. Je pense que la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation maintenant, à la fin de la session parlementaire, c'est parce que la situation bouge très vite. Et ce serait quoi votre solution à vous sur les revenus pour les différentes, maintenant que c'est plus des plateformes électroniques, pour aller chercher la publicité pour que ça soit réparti de façon plus équitable? Écoutez, je pense que le rapport du CRTC de la semaine dernière ouvre des pistes, même si c'est pas une révolution qu'il propose, on s'entend. Là, on aurait aimé ça qu'il aille plus loin, mais il ouvre des pistes dans la mesure où il dit il va falloir se poser la question c'est-à-dire ce qu'on a fait avec les câbleaux-distributeurs à une certaine époque. Il y a une contribution de la part des câbleaux-distributeurs pour financer la production via le Fonds des médias du Canada. Il va falloir se poser la même question pour les plateformes et réfléchir comment et dans quelle proportion est-ce qu'ils doivent contribuer et est-ce que ça doit avoir un impact sur le tarif des abonnements à Internet ou pas. S'il vous plaît. J'ai conclu. C'est fini. Alors, merci beaucoup, Madame Bourgault, Monsieur Saint-Jean et Monsieur Léon. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre aux représentants de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec de prendre place.